Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Décoder l'astrologie. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir mon amie Alexandra Duquette, a.k.a. Alexandra Oneria sur Instagram. Bienvenue Alex! Merci de me recevoir, Maude. Je suis contente d'être ici. Ça faisait longtemps que je voulais enregistrer un épisode avec toi. Aujourd'hui, dans l'épisode, on va aborder différents sujets qui sont pour moi un peu tes sphères de médecine, les sujets que tu abordes régulièrement. On va parler d'inconscient, de la mort, on va parler du symbole de la lune, on va parler des rêves, on va parler de... J'ai oublié quelque chose? Des symboles, du symbolisme en général. Donc, ouais, si tu as envie de prendre peut-être un petit moment en commençant le podcast pour te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, c'est quoi ton background, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça. Moi, à la base, je suis docteur en psychologie. J'ai travaillé en psycho pendant plusieurs années. Et maintenant, je me concentre plus sur mes premiers amours qui m'ont amené dans cet univers-là, c'est-à-dire le langage des rêves, le langage de l'inconscient, le rapport entre notre évolution comme être humain sur Terre et les symboles qui nous entourent, comment ils reflètent un peu le processus qu'on a de devenir nous-mêmes. Et aussi l'univers, beaucoup des rituels reliés à la fin de vie, puis comment on prend soin de soi quand on perd quelqu'un et de nos défunts. Donc là, je travaille dans une coopérative funéraire présentement. Puis c'est comme ça que je nourris un petit peu, pas à pas, des projets qui relient un petit peu toutes ces thématiques-là. Donc, tant genre par des guidances sur les rêves ou par des ateliers que je vais offrir aussi sur les contes, sur les symboles du tarot également. Et sur la mort, j'apprends un peu c'est ça, à comment redéfinir mon rôle. Puis qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde. Ça va d'ailleurs être un de nos sujets aujourd'hui. On va parler de tarot aussi ensemble. Fait qu'on va pouvoir explorer un petit peu tout ça. Je voulais aussi partager le fait que tu viens récemment de lancer ton podcast avec ton ami Lily, oui, son nom, exactement. qui est le podcast Liminal que je vais mettre dans la barre d'infos de l'épisode, qui est un podcast sur la mort. Si tu veux m'en parler un petit peu plus. Oui, dans le fond, c'est un podcast qui aborde un peu notre rapport au rituel qui marque le temps, notre rapport justement tant à notre propre finitude, comme pas que décoder, mais plus comme apprendre à apprivoiser les choses qui nous habitent quand on pense à éventuellement mourir, mais aussi comment est-ce qu'on marque les événements marquants de notre temps qui nous permettent d'être en évolution. On vit des deuils, beaucoup de deuils à travers notre vie, là. Puis c'est normal. Pas juste des deuils de personnes, mais des deuils de relations, des deuils de carrière, plein de choses. Une partie de soi, d'identité. Exactement. Puis le podcast s'appelle justement Liminal parce que cet aspect-là d'être dans un espace liminal, donc un espace qui est entre deux choses ou deux états, deux facettes de nous, ça reflète pour moi aussi ce que c'est d'être au cœur d'un rituel. Dans le fond, quand on passe à travers une phase, un rituel, il y a la partie du milieu, ça s'appelle aussi la phase liminale, qui est vraiment la phase où on passe à travers un portail. Donc pour moi, ça avait ce lien-là. Puis mon amie, elle travaille vraiment en soins palliatifs avec les enfants. Alors comme on avait toutes les deux des intérêts, tant pour l'écologie, le féminisme que tout ce qui est rapport au rituel et la mort, ben on a décidé de rallier nos forces et de créer quelque chose qui nous passionnait. J'ai écouté le premier épisode, il est excellent, donc je vous conseille vraiment d'aller écouter ça. Puis d'ailleurs, en lien avec la thématique de la mort, on a récemment, moi et Alex, offert un atelier en présentiel au Café des Habitudes à Montréal sur la thématique de la mort à travers l'astrologie, évidemment, avec moi, puis à travers le tarot aussi. Là, Alex nous a fait une grande exploration des différentes arcanes qui pouvaient être reliées avec la mort. C'était un atelier rituel, puis on a tellement aimé offrir cet espace-là ensemble. Puis j'avoue aussi qu'on a eu des demandes de certaines personnes qu'on a décidé de l'offrir en ligne prochainement. Donc ça va être le 6 juin, un jeudi soir à 19h en ligne sur Zoom si vous voulez vous joindre à nous. Un atelier dans lequel on va vraiment venir se déposer pour se questionner, pour réfléchir aux différents deuils qu'on a vécus, qu'ils soient... que ça fasse longtemps ou que ça soit récent, que ce soit une personne, une relation, une partie de vous, peu importe, une situation dans votre vie qui vous fait sentir en deuil, qui vous fait sentir que vous perdez quelque chose. Puis on va connecter à ça à travers les arcanes du tarot, mais aussi à travers l'astrologie, à travers la date de ce début de processus de deuil-là, puis voir qu'est-ce qui venait être activé dans votre carte du ciel.
Fait que ça va être une belle façon d'aller justement voir c'est quoi les symboles de la mort dans la carte du ciel, c'est quoi les symboles de la mort dans le tarot, puis c'est quoi les symboles de la mort pour vous. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ma description de notre atelier? Je pense que c'est de rappeler que c'est un moment pour honorer la perte, puis que autant la mort que le deuil, que vraiment le processus qu'on a de passer à travers la perte et comment ça nous transforme nous aussi. On va vraiment explorer ça à travers tant la carte du ciel que le tarot, comme tu as super bien dit. Exactement. Fait qu'on va avoir une première partie qui va être plus au niveau d'une transmission de moi et Alex, de vous partager nos enseignements. Puis une deuxième partie qui va être plus en mode rituel cercle. Vous avez l'option de prendre seulement la partie de contenu puis de vivre votre processus de votre côté dans la solitude ou de, par la suite, venir avec nous dans le cercle, échanger, partager puis vivre le rituel de connexion justement à cette perte-là ou à cette personne-là. Toutes les informations vont aussi être dans la barre d'infos de l'épisode. Yes! J'ai hâte. Donc aujourd'hui, on va parler de symboles. Fait que ma première question pour toi, j'aimerais savoir comment le symbolisme s'invite dans ta vie. Comment tu travailles avec les symboles en général? Je pense que les symboles sont vraiment porteurs d'un langage universel et essentiel à donner du sens à nos vies. Je pense qu'on est souvent déconnectés un peu de ce qu'ils représentent vraiment ou sont devenus comme banalisés. Puis ils s'inscrivent un peu dans mon quotidien, dans mon travail certainement, parce que dans le travail que je fais au salon funéraire, c'est sûr que j'aide les gens à se réapproprier aussi les symboles qui ont attribué au vécu de la personne, puis les intégrer un peu dans comment ils vont honorer le départ de cette personne-là. Au quotidien, sinon, pour moi, je trouve que je sais pas si c'est parce que je suis ascendant balance, mais c'est sûr que j'aime vraiment beaucoup l'esthétisme. Fait que les symboles, j'aime m'en entourer, j'aime les voir, j'aime connecter à certains archétypes aussi qui vont comme me nourrir un peu à travers une phase de ma vie ou peut-être une saison en particulier. Et c'est sûr que les rêves aussi. Essentiellement, je vais beaucoup aimer observer les synchronicités, donc comment certains symboles se répètent tant dans mes rêves que dans mon quotidien, qu'est-ce qui revient. Juste observer qu'est-ce que ça me fait ressentir. Ça peut être à travers aussi les lames du tarot, quelles cartes de tarot reviennent fréquemment dans mes propres tirages. Puis l'idée, c'est comment est-ce que c'est le fait qu'ils reviennent autant, qu'est-ce que ça peut venir symboliser ou comment je peux reprendre ce message-là puis le réintégrer pour qu'il me nourrisse moi aussi dans mon évolution. Ouais, je trouve ça beau. Moi aussi, j'ai tendance à vivre une vie quand même assez symbolique. Je pense qu'en utilisant l'astro, justement, c'est une façon de connecter à des archétypes, à des symboles, à des concepts qui peuvent parfois être abstraits puis qui peuvent exister justement dans notre conscience collective puis venir représenter certaines choses pour nous, certaines choses aussi pour les autres. Puis c'est ça, juste d'observer notre environnement, de voir ce qui est présent autour de nous. Peut-être que certains d'entre vous avaient écouté mon épisode de rituel de nouvelle année, qui était un rituel symbolique dans lequel j'invitais les gens à tous les jours à faire un peu un genre de home and walk, aller prendre une marche, observer les symboles autour de toi, piger des planètes, des signes, des maisons, piger une carte de tarot. Moi, je faisais du I Ching aussi en même temps. Fait que j'aime ça comme venir mélanger les différentes médecines, l'astro, le tarot, juste ce que je vois autour de moi, une pensée, une chanson, un ressenti, puis de venir faire un mélange de tout ça pour comme avoir l'impression que je parle à l'univers. Pour moi, c'est comme d'ouvrir mon esprit pour inviter de la magie dans ma vie puis me sentir connectée avec le monde qui m'entoure. Fait que je pense qu'il y a comme différentes façons de pouvoir vivre les symboles. On peut les ressentir quand ils viennent à nous, tu sais. Puis on peut aussi choisir de les inviter, mettre une carte sur notre hôtel, inviter un archétype dans notre vie. Moi, je le partage souvent, mais j'ai une petite carte dans l'étui de mon téléphone que je choisis de changer de temps en temps. Fait que parfois, c'est l'impératrice, en ce moment, c'est la reine de bâton. Cet hiver, c'est la reine de coupe pour des intentions particulières. Fait que d'utiliser des symboles comme ça comme intention, je trouve ça intéressant aussi. Puis même les mettre dans notre décor. J'en ai ici dans la pièce. Mais c'est le fun, c'est ça, c'est de réinviter ces symboles-là dans nos vies. Puis j'ai tellement aimé le faire ton rituel de début d'année, là, fait que c'était vraiment dans mes cordes, de genre mélanger plusieurs systèmes de codification. Mais je trouve ça le fun maintenant que je l'ai fait, c'est parce que ce qu'on avait fait dans le fond, c'est qu'on avait pigé des symboles chacun des premiers jours, des 12 premiers jours de janvier comme étant les représentants des 12 mois de l'année. Puis là, à chaque fois que je rentre dans un mois, je suis comme, OK, c'était quoi mon symbole ce mois-ci? Je pense que ce mois-ci, c'était genre Vénus, Bélier, Maison 12.
avec le 5 de coupe. Là, je trouvais ça intéressant parce que le 5 de coupe, c'est une carte qui nous parle souvent de deuil, puis c'est une carte de laquelle tu as parlé pendant notre atelier. Fait que je suis comme, OK, cette carte-là se représente, on donne notre atelier sur le deuil. Il y a comme quelque chose là, par rapport à ça. Fait que, tu sais, d'observer justement ces synchronicités-là, je trouve que c'est ça, ça me fait sentir, ça vient me remplir de sens. Puis si je te demandais, y a-t-il un symbole avec lequel tu travailles en ce moment, que tu as envie de nous parler, puis de ce que ça représente pour toi? Oui, je pense que je travaille plus avec l'énergie ces temps-ci de la vieille femme, qui est le crone energy, un peu en anglais qu'on appelle. Et elle va être associée en partie à l'hiver, mais en partie aussi aux menstruations. C'est une période de latence. Pour moi, je l'associe aussi à la magie, avec l'archétype de la sorcière. C'est l'idée justement d'aller à contre-courant, d'apprendre à plus. Je pense que l'idée pour moi, c'est d'apprendre à approfondir, pas juste papillonner puis goûter à plein de choses, mais vraiment travailler à juste approfondir la sagesse de ce qui me fascine, de ce qui m'intéresse, puis nourrir aussi la médecine de la mort aussi. Pour moi, cet archétype-là est aussi vraiment important. Puis finalement, d'aller un peu à contre-courant, là, je dirais on a tendance à peut-être inviter dans notre vie des archétypes qui sont très vitalisants. Puis pour moi, il y a quelque chose d'important à aller dans l'envers. Ouais. Je trouve ça intéressant que, tu sais, quand on parle tu l'as appelé la vieille femme, c'est ça? Ouais, de crone. Ouais, de crone. En ça français, se dit mieux. La vieille femme. Ouais, il n'y a pas d'équivalent, malheureusement. Je trouve ça intéressant parce que je faisais des parallèles avec un archétype avec lequel moi-même je travaille beaucoup en ce moment, qui est l'élite, tu sais, qui est un peu la femme sauvage, la femme insoumise, celle qui va contre les normes à contre-courant. Fait que, tu sais, c'est intéressant de voir comment ton symbole de la femme sage, de la vieille femme, va à contre-courant d'une certaine façon, puis que le mien aussi va à contre-courant, mais d'une autre façon, plus dans une énergie un peu comme tu l'as nommé, tu sais, qui vient vitaliser, qui vient allumer un feu. Toi, il y a comme quelque chose qui fait penser à la terre un peu, qui est comme un genre d'ancrage. Oui, il y en a qui l'associent effectivement même à la saison du Capricorne, tu sais, que c'est comme une vieille femme qui peut la représenter. Moi, elle me rappelle aussi Baba Yaga, là, qui est comme la vieille sorcière dans plusieurs contes russes, là, qui rappelle vraiment l'idée de... C'est pas la gentille vieille femme, là, c'est la vieille femme indomptée. Fait qu'elle a quelque chose, c'est vrai, d'une énergie un peu Lilith, certainement. Vraiment intéressant, j'aime ça. C'est intéressant aussi d'observer comment ces archétypes-là peuvent se présenter dans nos vies, puis aussi de regarder à travers l'astrologie. Tu sais, je te parlais avant qu'on commence l'enregistrement du moment de ma vie où est-ce que Lilith s'est vraiment présentée à travers ces symboles. Puis quand je dis à travers ces symboles, c'est que à ce moment-là, je voyais des serpents, des épées dans ma vie, tu sais, puis qu'à un moment donné, j'ai fait le lien, puis ça s'est présenté. Puis c'était le moment où est-ce que Lilith, son point dans le ciel, venait être en conjonction avec mon soleil natal. Fait que, tu sais, d'observer comment certains éléments, certains mythes peuvent être présentés dans la carte du ciel, ça aussi, c'est intéressant, tu sais. Puis, dans un des sujets qu'on veut aborder aujourd'hui, on va parler de la Lune, qui est beaucoup associée au monde du rêve en astrologie. Fait que d'aller observer votre propre Lune, puis même le transit de la Lune va pouvoir nous en dire plus sur qu'est-ce qui est présent dans les reflets de notre réalité matérielle. Mais avant qu'on plonge là-dedans, tu m'avais parlé d'une technique qui nous permet de connecter à certains symboles qui se nomme, je crois, l'imagination active. Peux-tu m'expliquer un petit peu c'est quoi, comment ça fonctionne? Oui, dans le fond, c'est que être assez proche, si on veut, de ce qu'on vit dans un rêve, mais c'est de l'inviter, cette technique-là, plus dans le monde éveillé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vraiment essayer de travailler en imaginaire, en visualisation, un symbole, puis observer qu'est-ce qui émerge. C'est comme on peut vivre des fois ça quand on va faire un yoga nidra, quelqu'un va nous guider, une visualisation, ou si on vit quelque chose où peut-être on peut écouter quelqu'un nous raconter une histoire, puis les yeux fermés, on va imaginer quelque chose. Mais c'est que on peut, prendre un rêve, puis le continuer en imagination active, dire, bon, mais qu'est-ce qui arrive si je me replonge dans l'énergie de ce rêve-là, puis j'imagine la suite. Ça pourrait être une forme de façon de faire de l'imagination active. Tout comme on pourrait aller rencontrer, par exemple, si on fait un tirage de tarot, puis qu'il y a une arcane qui nous parle, mais on sait pas trop, on dirait qu'on n'est pas, c'est pas clair qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire, mais on peut littéralement vraiment essayer d'aller en visualisation, puis observer qu'est-ce qu'elle nous dit. Si on lui pose la question,
puis qu'on imagine, mettons, la reine de bâton, parce que je pense que c'est une des Tu arcanes la avec vois sur mon laquelle sel tu travailles. Là. qui nous enregistre en Mais, ce moment. ouais, mais tu sais, d'aller vraiment plus loin puis de se dire, genre, OK, mais si je l'imagine sur sa chaise puis que j'imagine qu'elle a un message à me donner, qu'est-ce que je vois? Est-ce qu'elle se lève? Est-ce qu'elle me dit quelque chose? Est-ce que le chat qui allait avec elle, il fait quelque chose? Fait que d'observer ça, ça peut être intéressant. Puis c'est vraiment propre à ton imaginaire, donc c'est pas comme lire une description, c'est quelque chose qui vient vraiment de toi. Fait que j'aime cette idée-là de travailler avec des archétypes ou des symboles, des images, des histoires, puis d'observer comment ils se relient à nous. Puis c'est une belle façon aussi d'apprendre à écouter son intuition, tu sais, puis à faire confiance à autre chose que les livres, puis à créer ses propres interprétations de ses propres arcanes, ses propres symboles ou ses propres objets qu'on rencontre dans notre environnement. Absolument. Vraiment intéressant. OK, fait que maintenant, on va plonger dans le symbolisme de la Lune, parce que quand on parlait du monde des rêves, je me suis questionnée évidemment sur qu'est-ce qui, en astrologie, pourrait être lié aux rêves. C'est sûr qu'il y a plusieurs choses qui me sont montées en tête. La maison 12, qui est beaucoup connectée à cet espace liminal que tu parlais un peu plus tôt, qui peut être autant associé au monde du rêve, au monde de l'inconscient, au monde des défunts, à tout ce qui existe dans le monde invisible. On va en parler un petit peu plus tard. On a aussi la planète Neptune, qui est très flowy, qui est dans l'énergie de transcendance, qui est connectée à quelque chose de plus grand. Mais l'astre qui me venait en premier, pour moi, c'était la Lune, parce que la Lune est directement reliée à notre réalité humaine, à notre corps. Puis la Lune vient faire un reflet des autres astres, donc fait un reflet du Soleil, par exemple. Fait que pour moi, nos rêves, c'est vraiment cette idée-là que c'est parfois un reflet de notre réalité ou un reflet de notre inconscient. Si je te parle de la Lune comme étant un symbole ou un archétype, quel genre d'énergie te monte à l'esprit en premier? Comment tu vois ce symbole-là? Ben, je pense que t'en parles déjà très bien. Pour moi, c'est aussi la Lune, les mondes invisibles. C'est justement ce qu'on voit pas à la lumière du jour. Puis en même temps, c'est l'astre qui brille la nuit quand on rêve, c'est l'astre qui est présent, mais qui a quelque chose d'énigmatique. Là. Je l'associe beaucoup à quelque chose des océans. Tu sais, on l'associe aux marées, aux fluctuations, mais aussi qu'est-ce qui est pas visible, qu'est-ce qui est vraiment dans le fond de l'eau, un peu murky. Puis c'est aussi l'idée de l'intuition, c'est la pensée lunaire, le fait de réfléchir de manière qui n'est pas juste consciente ou rationnelle. Puis l'importance pour moi, je trouve, de connecter à cette énergie-là parce qu'elle a beaucoup à nous enseigner, beaucoup à nous apprendre, tout en évidemment en la gardant connectée, en l'ancrant à nouveau pour qu'elle nous nourrisse. Fait que pour moi, il y a vraiment cet aspect-là, l'intuition, l'énergie yin. Ouais, plus dans une énergie de réceptivité, tu sais, puis de là, justement, la Lune qui reçoit la lumière du soleil, puis contrairement justement au soleil en astrologie, qui est souvent associé à notre âme, à notre conscience, avec la lune, il y a quelque chose qui vient à être dans le ressenti, qui vient un peu plus instinctif, qui est relié aussi à cette idée-là que tout bouge tout le temps dans notre réalité, qu'il y a des fluctuations. Tu sais, la lune, elle a ses différentes phases, fait que moi, je l'associe beaucoup, même si elle a un état passif, réceptif, je l'associe beaucoup à l'énergie du mouvement, puis le mouvement qu'on retrouve dans l'énergie chaotique féminine qui est vraiment up and down dans des genres de fluctuations, tu sais, puis ça peut se démontrer aussi dans nos rêves, là. Absolument, tu sais, je pense que ça révèle tout l'univers, le monde qu'on a dans nous, qu'on n'a pas nécessairement de contrôle direct dessus. Tu sais, c'est d'accepter qu'il y a des choses en nous qu'on soupçonne pas nécessairement, peut-être pas des choses toujours cute, mais qu'il y a des choses indomptées. Qui sont toujours là un petit peu. En tout cas, c'est normal. J'aime vraiment ça que tu amènes cette idée-là de ce sur quoi on n'a pas le contrôle, puis ça reflète vraiment justement ma vision des luminaires du soleil puis de la lune, parce que je dis souvent que le soleil, c'est aussi notre volonté, c'est quelque chose qu'on veut atteindre, c'est vers où qu'on s'en va, tandis que la lune, c'est ce qui nous est présenté, dans quoi on est déposé, puis qu'on doit se laisser suivre les vagues, en quelque sorte, là. Absolument. Ouais. Puis si on va plonger un petit peu plus profond dans cet archétype-là de la Lune, on a une arcane dans le tarot, qui est l'arcane numéro 18, qui est la Lune. Si je pigeais la carte de la Lune en ce moment, qu'est-ce que tu me dirais? Ça serait quoi sa signification pour toi? Ben, la Lune nous invite vraiment dans cet espace-là où les choses sont cachées. Elle renvoie
à nos peurs, aux choses qu'on ne s'avoue pas toujours. Elle renvoie aussi à ce qu'on doit des fois accepter d'être dans des périodes où on est un peu perdu dans une forêt, là, qu'il y a quelque chose d'un peu incertain, pas clair, un peu sombre. Mais c'est pas non plus c'est pas juste dark. Il y a aussi l'aspect de l'instinct aussi qui vient nous parler à travers la lune, de faire confiance à ces parties-là qui vont reprendre un peu plus le dessus. Puis à se laisser ouvrir aussi au mystère. Je pense qu'il y a quelque chose avec le mystère de la vie, pas le mystère nécessairement dans l'aspect religieux, mais plus dans justement se laisser surprendre, je pense, par la vie. Ouais, c'est comme quand on parle d'incertitude, ben c'est justement de ne pas savoir, puis de se laisser porter par ce qui vient à nous, en quelque sorte. Puis je trouve ça intéressant parce que l'arcane de la lune, c'est quand même une carte qui a beaucoup de symboles dessus. Tu sais, il y a une écrevisse, des chiens. Est-ce que tu as déjà pris le temps de faire l'analyse de ces symboles-là, puis tu pourrais nous en parler un petit peu? Ouais, il y en a qui vont dire que les chiens, justement, renvoient plus à l'instinct. J'ai déjà entendu aussi un truc intéressant qui disait que c'était comme s'il y avait un des deux chiens qui était un loup, puis l'autre c'était un chien, là, puis qu'il y avait comme l'idée le loup, c'est comme l'animal non domestiqué, et qu'il y avait comme quelque chose de notre partie qui est indompté et qui devient plus domestiqué avec le temps. Même chose pour l'écrevisse, il y en a qui vont dire que c'est comme un aspect on voit qu'il émerge de l'eau, là, puis que c'est comme ça renvoie soit une partie plus reptilienne de nous, et d'autres vont l'associer au signe du cancer aussi. Donc l'idée qui est déjà un signe qui est guidé aussi par la lune, donc l'aspect de plus maternel, plus comme d'apprendre aussi à sortir de notre cocon, d'aller vers pas le danger, mais d'aller vers l'inconnu, d'aller vers qu'est-ce qu'on connaît pas. Puis il y a cet aspect-là, tu sais, on la regarde, la carte de la lune, puis elle est à la fois comme belle, mystérieuse, puis elle a aussi quand même cet aspect-là d'inconnu. Oui, absolument. Avec les piliers. Il est aussi intéressant de dire que les piliers rappellent ceux qu'on voit sur la carte de la mort aussi. Donc on revoit le même passage à travers aussi un espèce Est-ce que tu penses qu'il y a des thématiques de la carte de la mort qui viennent aussi s'intégrer dans la lune? Je pense que oui. Il y a l'idée d'avoir à traverser en tout cas un portail. Pour moi, dans ces deux cartes-là. Dans la carte de la mort, le portail est comme un peu à l'horizon. Là. On voit que le soleil se lève à l'horizon. Tandis que dans la lune, il y a vraiment l'aspect que là, t'es allé là, dans traverser le portail puis aller plus dans le tunnel. C'est la partie nécessaire de la noirceur pour pouvoir émerger, je pense, de l'autre côté. Là. Je trouve ça beau ce que tu dis. Puis je trouve ça intéressant comment aussi on peut venir observer la lune comme étant, comme son symbole qui est quand même changeant à travers ses différentes formes, à travers ses différentes phases. T'sais, si on fait juste penser à l'élite, l'archétype que je parlais depuis il y a un instant, qui est justement la lune noire, qui est le point sur l'orbite de la lune où est-ce qu'il y a le moins de lumière. Fait que c'est un espace de la lune justement où est-ce qu'elle elle reflète moins en fait, elle reflète moins de lumière. Fait que ça vient représenter justement ces parties-là réprimées à l'intérieur de nous. D'ailleurs, je donne un atelier sur l'élite très bientôt. Ça va être le... Attends, c'était quand déjà? C'est le 14 mai. J'ai comme mes dates d'atelier mélangées dans ma tête. Le 14 mai, si ça vous intéresse, c'est dans la barre d'infos de l'épisode. Mais oui, effectivement, d'observer la lune noire. Après ça, on a la lune balsamique juste avant, qu'il y ait une nouvelle lune, la pleine lune. J'ai l'impression que pour moi, les périodes de pleine lune, ben, c'est le moment où est-ce que le soleil vient être le plus reflété par la lune. Fait que ça montre un peu comme un petit peu plus de clarté, comme si la lune, quand elle commence à s'effacer, c'est comme si on perdait cette certaine clarté-là, puis que quand la lune et le soleil sont alignés pour une pleine lune, il y a comme on vient absorber de l'information, puis recevoir la clarté du soleil en même temps. Fait que c'est intéressant de l'observer sous ces différentes phases aussi. Donc, la Lune comme étant représentante du monde des rêves dans nos cartes du ciel, évidemment, comme je dis souvent, les symboles, on peut jouer avec un peu comme ça nous tente. Quand je me suis amusée à me questionner sur le genre de thématique de rêve qui revenait souvent, je me suis mis à me questionner aussi sur ma carte du ciel, à aller voir, OK, c'est quoi mon rapport avec le rêve dans ma vie par rapport aux archétypes de ma carte. J'ai trouvé ça intéressant de voir, de penser à la maison 12. Ma maison 12 est en vierge, la tienne aussi est en vierge. Fait que je voyais déjà notre rapport avec le monde du rêve ou avec le monde de l'invisible en général, qui était beaucoup dans l'analyse puis le désir de compréhension peut-être, en étant gouverné par Mercure. Fait que toutes les personnes qui auraient, par exemple, un ascendant
un ascendant cancer ou un ascendant balance, ben, auraient leur maison 12 gouvernée par Mercure, puis auraient un côté un petit peu plus peut-être analytique par rapport à ça. Puis j'ai réalisé que mes rêves, en tout cas ceux que je me souviens, sont beaucoup reliés avec des émotions passionnelles intenses. T'sais. Puis moi, j'ai une lune en lion, fait que tu sais, qu'on parle de jalousie, qu'on parle d'amour, de romance, de trucs qui sont grandioses, un peu dramatiques souvent. Ça se retrouve beaucoup dans mes rêves. Je suis curieuse de voir si on pense à ta lune qui est en balance, je crois, qui est dans la maison 1 aussi. Fait que le fait que tu aies la lune, qui peut être quand même un axe qu'on associe au rêve, dans la maison de l'identité, puis que ça fasse partie de toi. Je dis ça, je trouve ça intéressant, mais je me questionne si tu as des thématiques de rêve qui reviennent souvent, même si c'est pas relié à la balance. Ouais, je sais pas si sont vraiment reliés à la balance, mais je pense que je t'en ai jasé une couple de fois ces derniers temps, mais les thématiques qui reviennent beaucoup dans mes rêves, c'est l'eau. Beaucoup l'eau, soit des étendues d'eau, mais beaucoup des piscines aussi. Là. J'observe un peu que c'est intéressant d'avoir disons, des bassins contenus d'eau. Ouais! Puis il y a souvent, en tout cas, ce que j'observe souvent, soit des créatures ou des animaux aussi présents. Fait que c'est sûr qu'on voit aussi le lien avec la carte de la Lune, là, ces temps-ci, certainement. Ouais. Je pense que c'est des archétypes qui sont présents pour moi souvent. Je trouve ça intéressant quand tu me parles, tu sais, puis évidemment, moi, mon cerveau fonctionne beaucoup en astrologie, fait que j'essaie de capter des choses de ce que tu dis, mais quand tu me parles des bassins contenus remplis d'eau, pour moi, c'est vraiment l'archétype de Saturne en Poisson, tu sais, qui est comme la délimitation, le contenant pour le flow qui est l'énergie du Poisson, tu sais, fait que peut-être que ce transit-là de Saturne en Poisson depuis 2023 est présent pour toi dans le monde des rêves. Je le sens en tout cas, comme moi, comme toi, je pense que j'ai Saturne en Verseau, là, fait que on dirait que l'énergie poissonienne me fait du bien à quelque part. On dirait qu'elle m'aide à juste comme c'est dans notre ça maison chill un peu, là. C'est comme notre quotidien on crée plus de fluidité, plus de connexion à plus grande, plus de flow en fait là. Ouais, je pense que la question de sens dans mon travail a été beaucoup plus présente cette année, fait que je vois comment ça s'ancre un peu comme ça. C'est pas toujours clair, mais c'est la direction que je suis, c'est ça. On remplit notre contenant d'eau, puis après ça, on se laisse porter par ce qui est présent. J'aimerais ça qu'on fasse l'exercice d'aller observer peut-être l'analyse d'un de nos rêves respectifs, puis aller voir les cartes du ciel, puis voir un peu comment on peut faire des liens entre les symboles qui sont dans le rêve, puis entre les thématiques ou les transits de la carte du ciel, les archétypes qui sont présents. Fait que si tu as envie de nous raconter un de tes rêves, me dire un petit peu quand qui t'a rêvé à ça, je vais aller voir la carte en même temps. Ouais, c'était un rêve que j'ai fait pas mal en proche de l'équinoxe de printemps. Ouais, il me semble que c'était le 17. Hein? Ouais, on avait dit ça, c'est le 17 mars. Puis dans ce rêve-là, j'étais comme étendue dans un pré vraiment verdoyant. On dirait qu'il y avait plu il n'y a pas si longtemps. Puis là, le ciel était tout à coup vraiment, vraiment bleu et clair. Et il y avait la présence, encore une fois, je vous disais, l'eau et les animaux sont vraiment présents ces temps-ci, mais il y avait une chèvre noire qui marchait dans le pré. Puis derrière elle, il y avait aussi je sais pas si on pourrait appeler ça une créature, mais c'était un loup, mais il y en avait comme deux. C'était comme deux loups attachés un après l'autre, mais par l'arrière, ce qui faisait qu'il y avait comme un loup qui avançait vers l'avant en même temps que l'autre reculait derrière lui. Et j'étais un peu incrédule. C'est comme s'il me voyait pas vraiment. Il faisait juste passer à côté de moi. Et après ça, ben, je me levais un petit peu dans le pré. Puis là, il se mettait comme à pleuvoir de manière intermittente. Puis j'observais que mes pieds s'enfonçaient comme dans l'eau, c'est comme si le ciel n'avait pas absorbé encore toute l'eau de la terre mouillée. Comme un genre de mélange de boîte. Ouais, un peu quand même. Un peu mélange de boîte qu'on a au printemps, là, ça me donnait un peu cet effet-là. Puis quel point de ce rêve-là te fait comprendre des choses? Qu'est-ce que tu observes justement à travers les... c'est sûr que j'ai analysé les différents symboles un peu plus individuellement avant d'aller comme tisser une interprétation. Mais un des points du rêve que je trouvais, sur lequel je me suis plus penchée, c'était beaucoup le loup qui était dédoublé. Ça me donnait un effet de comme, mais qu'est-ce que ça peut symboliser pour moi qu'il soit comme double, comme ça, qu'il y en a un qui marche un peu maladroit parce qu'il est comme à l'envers. Puis ça m'a amené un peu à penser à comment, des fois à l'intérieur de nous, il y a quelque chose en tout cas c'est même à l'intérieur de moi, mais des désirs qui sont comme opposés ou des choses qui sont pas toujours, qui avancent pas toujours dans le même sens, puis là, c'est pas toujours facile à intégrer
dans nos vies, c'est de même faire de la place pour le fait qu'on peut avoir des choses qui sont contradictoires ou comme maladroites aussi, là, qui s'expriment un petit peu de manière maladroite. Puis ça me faisait penser à comment c'est pas toujours évident nécessairement de me laisser vivre mes émotions de manière fluctuante. Là. Je trouvais qu'avec la pluie qui commence puis qui arrête, c'était comme un peu un effet de aussi nos fluctuations émotionnelles, nos fluctuations d'énergie. Puis que ça pouvait être plus quelque chose qui était à réintégrer ou quelque chose que j'aurais besoin de prendre soin plus. Et que malgré le fait que c'était pas pleinement intégré, c'était comme si ça venait me nourrir. T'sais, on dirait que l'idée d'avoir comme la bouette, là, même si c'est pas cute, mais il y a quand même l'idée que ça irrigue. Ça vient comme te nourrir par en dessous un petit peu. Comme créer de l'espace, comme t'emmener de l'eau à l'intérieur de toi, puis t'hydrater là, d'une certaine façon. Bien hydraté cette année dans mes rêves. Je trouve ça intéressant, parce qu'en même temps que tu me racontes ça, je regarde un peu la carte du ciel de cette journée-là, puis tu parlais de fluctuation, d'être fluctuante, puis de devoir accepter justement qu'on change, puis ben, la lune est en cancer à ce moment-là, puis je pense que pour moi, il n'y a rien de plus représentant des fluctuations que la lune en cancer qui formait à ce moment-là un trigone avec beaucoup de planètes en poisson. T'sais, on parle beaucoup d'eau dans ton rêve. On a Saturne qui est à cet endroit-là. On parlait justement du contenant qui contient l'eau. Je vois aussi Saturne comme étant cet ancrage-là à la Terre, qui venait aussi former un sextile avec Jupiter qui était en taureau. T'sais. Fait que quand tu me parlais d'être étendu dans un pré, d'être bien, d'être comme dans cette énergie-là connectée à la nature, ben Jupiter en taureau, ça pourrait représenter ça, qui vient un peu à être entrecoupé par Saturne en poisson, qui est un peu le rabat-joie avec la pluie, tu sais, qui vient créer de la boîte à travers tout ça. Fait que pour moi, c'est comme un mélange de l'archétype du poisson avec l'archétype du taureau, puis comment l'eau vient se mélanger avec la terre, puis comment, justement, ce transit-là, en ce moment, dans le ciel, tu sais, tout ce qui se passe en poisson, puis ce qui se passe en taureau, ben, vient être connecté ensemble. Fait que c'est comme si dans le secteur du poisson, dans notre carte du ciel, il y a quelque chose qui vient nourrir, qui vient mettre de l'eau dans le secteur du taureau, qui est comme notre ancrage. Fait que comme à ce moment-là dans ta vie, qu'est-ce qui te nourrissait, tu sais, puis qu'est-ce qui venait de mettre... c'est pas une question que je te pose que tu as besoin de répondre, là, je te vois réfléchir, mais tu sais, je trouve ça intéressant de voir comment on peut faire des liens avec le rêve, les symboles, les transits, tu sais, puis de venir mettre tous ces symboles-là ensemble pour venir s'introspecter un peu plus, tu sais. Mais c'est sûr, je trouve ça fascinant parce que, bon, tu sais, je veux pas les deux univers qui me fascinent en ce moment, c'est beaucoup. Il y en a un qui est très onirique, là, fait que très aussi dans l'eau, dans quelque chose de plus flowy. Puis l'aspect de la mort, je veux dire, dans mon quotidien, c'est quand même très, très. Tu sais, on pense à un enterrement. C'est très concret. Puis il y a un aspect aussi très terrestre. Fait que même que ce qui me fascine, c'est aussi comment on décompose les corps. Tu sais, comme présentement, c'est beaucoup la crémation, mais je trouve qu'il y a une importance d'aller vers des pratiques qui sont plus ramenées vers la terre, puis simples, même s'ils sont pas nécessairement cute. Tu sais. C'est pas toujours sexy, la manière dont on dispose de nos corps, mais en même temps, c'est quand même nécessaire d'y penser. Puis, mais symboliquement aussi, je trouve qu'il y a quelque chose avec l'inspiration qui nourrit ce qu'on vient faire fructifier dans notre vie. Fait que ça m'amène à... C'est vrai que ces temps-ci, j'essaie de me nourrir à partir de mes envies, de ce qui m'inspire, mes étincelles, comme dirait Andréane. Et de vraiment ramener ça dans comment je peux le faire pousser, comment ça peut vraiment exister pour de vrai dans le concret. C'est ça, venir nourrir quelque chose là, pour croître en quelque sorte. Ouais. Qui va être durable, ça fait un peu saturnien. Je trouve ça vraiment intéressant aussi, surtout de savoir que cette journée-là, de ce rêve-là, que tu as ensuite pris le temps d'analyser puis qui vient vraiment être un symbole dans ta vie, tu sais. On avait le soleil qui était en conjonction avec Neptune, tu sais, fait que le soleil qui vient mettre en lumière Neptune qui est la planète du rêve, fait que c'est comme si il s'est vraiment ancré dans le temps, celui-là, le fait qu'on l'enregistre sur le podcast aujourd'hui aussi. On peut aller maintenant explorer mon petit rêve que j'avais envie de partager, qui est arrivé pas longtemps après. Moi, c'est pas mal dans le temps de la première, l'éclipse solaire en bélier, c'était le lendemain en fait. Fait que c'était le 9 avril. Un rêve qui est assez simple. J'ai rêvé que j'étais dans un genre de buffet, puis que j'avais une assiette devant moi, puis qu'il y avait plein de personnes, ou plutôt plein de mains, qui venait me voler de la nourriture dans mon assiette, puis qu'un petit peu plus loin, il y avait un enfant seul qui pleurait. Il n'y avait comme pas de parents. Il était à une table, puis il pleurait.
Fait que mettons que je suis une de tes clientes puis que je te partage ce rêve-là, tu m'emmènerais à réfléchir sur quel symbole, comment tu verrais ça? Ben, c'est sûr qu'il y a compris qu'il y a comme deux morceaux à ton rêve. Ouais. T'sais. Dans la première partie, je trouve ça intéressant l'aspect de ton assiette remplie, donc quelque chose de nourrissant, mais d'aller voir aussi c'est quoi pour toi que ça t'évoque d'avoir des mains, en fait, là, qui viennent piger dedans. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais dans ta vie à toi, ou à quoi ça peut te renvoyer d'imaginer des mains qui Ouais, ben, pigent dans ton assiette. je trouve ça quand même intéressant parce qu'évidemment, je me suis questionnée sur ce rêve-là. Là. N'importe quel symbole qui se présente à moi, je vais me questionner. Puis là, je regarde aussi la carte du ciel en même temps. Puis comme je le nommais en début d'épisode, pour moi, c'est vraiment la lune qui vient représenter un peu ce qui va être présent dans nos rêves. Puis cette journée-là, la lune était dans le signe du taureau. Toi, dans ton rêve, était dans le signe du cancer. Fait que de là, la thématique de l'eau, puis de l'abondance d'eau, puis il y a quelque chose d'émotionnel, il y a quelque chose de nostalgique, tu sais. Puis il y a quelque chose de fluctuant aussi. Moi, dans l'énergie du taureau, il y a quelque chose par rapport à l'endroit où est-ce que le taureau se trouve dans ma carte du ciel, qui est aussi le même que ta carte du ciel à toi, parce que t'es ascendant balance comme moi. Mais en ce moment, ma maison 8, ben, ça représente souvent ce qui appartient aux autres, les ressources des autres. Fait que pour moi, puis si je j'essaie de faire des liens avec ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là, l'image d'une main qui me vole une partie de ma nourriture, de ce qui me nourrit, c'est comme si on m'enlevait ce qui me nourrit, tu sais, techniquement, c'est assez concret comme symbole, là. Puis, vu que je l'associe ben, dans la carte du ciel avec justement ce qui se passait dans le signe du taureau, la maison 8, je le vois beaucoup dans ce que je fais pour les autres, tu sais, des choses que je me sens peut-être obligée de faire à certains moments. On avait aussi ben, la maison 7 qui était activée, la maison 6 qui était activée par les transits cette journée-là parce qu'on avait aussi Mars, on avait une conjonction Mars-Saturne, tu sais, puis ça c'est quand même une énergie qui peut être maléfique, qui peut nous donner l'impression de perdre quelque chose, qui est la maison du travail aussi dans ma carte du ciel. Fait qu'on dirait que je fais des liens avec, OK, dans mon travail, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me nourrit pas, qu'est-ce que j'ai l'impression qui me prend mon énergie aussi, tu sais, puis je trouve ça spécial parce que l'idée d'être nourri revient dans nos deux rêves qu'on a fait pas mal dans les mêmes énergies de transit qui étaient activées aussi. Fait que, ouais, je trouve ça intéressant. Puis quand tu rajoutes l'enfant qui pleure, on dirait que, je sais pas, il y a quelque chose d'émotif qui vient là aussi, mon enfant intérieur peut-être. Ouais, tu sais, j'aime cette idée-là que ben, ça peut être l'enfant intérieur, mais aussi en tout cas symboliquement dans les rêves, le bébé, ça peut, ou le nouveau-né, là, ça peut être soit une partie de toi qui nouvellement, qui émerge, comme quelque chose de vraiment nouveau, émergent. Ça peut aussi être vraiment le cœur sacré de toi. T'sais, comme il y en a qui vont parler d'enfant intérieur, d'autres qui vont en parler comme de noyau. De comme qu'est-ce qui est immuable en toi, qui est à protéger, qui est innocent, mais c'est le vraiment beau, le cœur de toi. Fait que ça pour moi, c'est comme sacré, ancien, puis nouveau. En même temps, on dirait que j'ai cette vibe-là, puis que ça, pour moi, ça relie beaucoup à quelque chose de comme de profond à l'intérieur de moi, mais en même temps quelque chose de plus grand que moi, qui fait du sens, puis qui est beaucoup connecté à l'archétype du poisson, un peu, là, tu sais, de comme... il y en a qui le connectent à l'âme. Ouais, c'est ça. Ouais, l'âme, puis tu sais, de connecter à son âme, puis à ce qui nourrit son âme à travers son travail, tu sais, ça a été justement une période où est-ce que on dirait que je m'ancrais dans une nouvelle identité, puis que je laissais aller une certaine partie de moi, puis qu'il y a peut-être de la tristesse qui vient avec ça, de là l'enfant qui pleure, puis le fait que l'enfant soit toute seule aussi, on dirait que pour moi c'est une image de est-ce que je me sens supportée ou pas dans cette cette émergence. Ouais, c'est ça exactement. Fait que c'est vraiment intéressant de pouvoir observer ça comme ça. Ensuite, j'avais envie qu'on se dirige tranquillement pour aller observer ensemble peut-être la maison 12 puis le monde des rêves en général. C'est sûr que c'est très mystérieux comme thématique. Il y a plusieurs symboles dans la carte du ciel qui vont nous parler de rêves, la lune qui va faire les reflets, Neptune, on en a parlé. La maison 12, pour moi, représente un genre de niveau de conscience qui est un peu, en quelque sorte, incontrôlable ou genre inatteignable. Là où la maison 8, par exemple, pourrait représenter un subconscient qui est que c'est plus facile de faire émerger des choses de manière consciente, la maison 12 nous parle de tout ce qui existe dans cet espace-là liminal, comme ton podcast, qui est dans l'invisible. Ça va vraiment l'air étrange comme question, mais tu as l'impression, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous quand
quand on s'en va dans le monde des rêves, est-ce qu'il y a comme un processus? Est-ce que, tu sais, où est-ce qu'on s'en va? Ça sort d'où? Dis-moi tout. C'est un excellent point, ça. Ouais. Dans le fond, l'état de rêve, en général, déjà, c'est un état de conscience qui est altéré. C'est-à-dire que c'est une période de la nuit, souvent pendant la deuxième partie de la nuit, où ton cerveau plus conscient, toute la partie qui prend les décisions est plus endormie, plus éteinte. Puis la partie activée va être plus du côté de ton imaginaire, le côté visuel, qui fait des associations. Puis aussi le système limbique, qu'on appelle, qui est la partie de ton cerveau qui régule tes émotions. Fait que souvent, on va dire même que dans les rêves, on est comme en train de digérer ou d'apprendre à faire des liens entre des vécus qui sont anciens, donc nos souvenirs, notre mémoire, ce qu'on a vécu dans la journée, ce qu'on a vécu il y a 10 ans. Puis, un peu, c'est comme si ton cerveau est en train de faire un film pour t'aider à digérer tout ça en même temps. Puis c'est jamais clair, c'est un peu bizarre parce que justement, c'est pas accessible nécessairement à ton cerveau comme plus préfrontal qui gère la cohérence un peu. Mais par en dessous, ça fait un travail quand même de t'aider à te réguler. C'est pour ça que si tu es dans une période où tu es plus anxieuse ou si tu vis des choses plus difficiles, ça se peut que tes rêves soient un peu plus intenses, soit émotionnellement, même que tu fasses plus de cauchemars. Ça peut soulever cet aspect-là. Mais là, je suis un peu partie sur une tangente. Je réponds ça à ta question. Oui, ça répond à ma question. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on dirait que ça me confirme un peu cette idée-là de la lune comme étant le symbole du rêve. Parce que, bon, tu disais que nos rêves, c'est comme une manière de venir réguler nos émotions. Fait que c'est directement relié avec notre ressenti. C'est directement relié avec notre corps, qui sont des thématiques de la lune, tu sais. Puis la lune qui est allumée la nuit, tu sais, qui est là, qui est présente pendant qu'on dort. Fait qu'il y a comme je sais pas, on dirait qu'il y a comme un tout et dans tout qui vient s'intégrer à travers ça. Puis quand on vient justement la relier à la maison 12, puis je suis curieuse, en tout cas, je vais m'en aller dans un chemin qu'on n'avait pas parlé, mais tu sais, la maison 12, je dis souvent que c'est l'endroit où est-ce qu'on se trouvait juste avant de naître, juste avant quand on est dans le ventre de notre mère, fait qu'il est un espace en quelque sorte liminal, tu sais, comme la mort, ben le avant la naissance, c'est quelque chose qui nous connecte vraiment à l'invisible aussi. Fait qu'est-ce que il y a un lien qu'on peut faire entre justement le bébé dans le ventre de sa mère puis le monde du rêve? Je sais pas. Je lance des idées comme ça. Ben, je pense que dans les deux cas, il y a comme un aspect un peu de quelque chose qui est en gestation, de baigner un peu dans les eaux, là, tu sais, les eaux primordiales. J'aime ça, l'image que tu amènes. Puis en même temps, ben, l'océan. Ça relie aussi, si la maison 12, c'est l'endroit qu'on se trouve avant la naissance, ben la maison 12 représente aussi la mort en quelque sorte. Puis on va en parler de manière un petit peu plus profonde dans notre atelier Thanatos sur la mort. Mais pour moi, quand j'observe la maison 8, c'est plus une mort qui est vécue à travers la vie. J'avais fait un post sur Instagram, je le mettrai dans la barre d'infos aussi, qui explique un peu que la maison 8, c'est un peu cette énergie-là du deuil, d'être tellement attaché à la vie qu'on veut pas laisser aller quelque chose, tandis que dans la maison 12, c'est parti, on est dans un autre monde. Pour moi, la maison 12, c'est notre connexion avec les défunts, notre connexion avec tout ce qui est invisible. Puis pour moi, ça représente aussi cette idée-là que parfois, on peut voir des défunts dans nos rêves. Ouais. Comment tu perçois ça, toi, quand les gens rêvent à des personnes qui sont décédées, qui viennent de décéder ou qui voient une représentation des gens dans leurs rêves? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose de mystique? Puis là, je te dis une question d'opinion, là, on s'entend qu'il n'y a rien de scientifique par rapport à ça, là, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose de mystique puis que l'invisible peut venir communiquer avec nous, ou tu as l'impression que c'est un reflet des émotions de la personne? Ça peut dépendre aussi, là. Il y a plusieurs niveaux, je pense, qu'on peut regarder ça. Ma tendance est à regarder les rêves d'abord comme une expérience qui est interne. Donc d'abord comme quelque chose qui représente une partie de toi, mais aussi, comme je parlais de la digestion émotionnelle, ben, la digestion du deuil se fait aussi à travers nos rêves. Fait que rêver à une personne qu'on a perdue, rêver à une personne dont on s'est séparé, c'est tous des signes que la digestion est en train de se faire, que c'est normal. T'sais, c'est un bon signe d'évolution si tu rêves encore à des gens que tu as connus, de qui tu es en deuil, 1 an plus tard, voire plus de temps. Fait que c'est tout d'abord juste le normaliser. Après, je pense qu'il faut rester ouvert dans la vie. Mon angle, c'est pas nécessairement d'aller vers de dire que nécessairement tout le monde qui rêve à la personne qui est décédée est en train de connecter à elle directement. Mais moi,
moi, je pense que l'important, c'est de regarder est-ce que c'est utile pour toi? Est-ce que pour toi, ça fait sens? Puis si la réponse, c'est oui, si ça te fait du bien de sentir que tu connectes à ton grand-père, à ta mère qui est partie, ben, moi, je dis, c'est ça l'important, là. Puis, en même temps, j'ai aucune certitude de rien, fait que ça se peut très bien, tu sais, que quelqu'un nous visite. Lunaire, incertitude. Moi, je vis avec ça. Vivre avec l'incertitude, c'est important. Apprendre à vivre avec l'inconnu. Oui, exactement. Puis embrasser le mystère, je pense que c'est un peu ce que tu fais à travers chacune des sphères, là, autant que ce soit les rêves, la mort, l'inconscient, il y a toute une partie de mystère. T'es comme J'aime ça, la ça queen du mystère. Ouais, j'aime ça, la maison douce quand même. Tu parlais de l'aspect comme vraiment la mort-mort, là, tu sais, comme le passé de l'autre bord du voile. Puis on dirait que la maison 12, je sais pas toi ce que t'en penses, mais ça me fait penser aux enfers. Genre, ça me fait penser à la descente, la vraie descente dans le creux de l'enfer comme représentant la quête interne vraiment creuse, tu sais, tout ce qui est invisible, pas accessible aussi, d'une autre manière. Il y a ça dans la maison 12 aussi. Il y a quelque chose de dark. Oui, il y a quelque chose. Vraiment. J'aime ça que tu dises ça parce qu'il y a quelque chose de vraiment dark aussi dans la maison 12. Elle est anciennement appelée The House of Bad Spirit, du mauvais esprit. Puis est associée à nos ennemis, est associée aux souffrances, à l'auto-sabotage. Puis maintenant, même, on dit que la maison 12 est associée, tu sais, à la mort comme étant vraiment une perte, à différentes fins, à certaines angoisses. Puis quand on y pense, ben c'est l'endroit dans le ciel qui est juste avant la maison 1, là, où est-ce que les planètes naissent. Fait qu'il y a comme cette idée-là aussi que c'est un genre d'étape de passage vers le monde du bas, vers le monde des enfers. D'ailleurs, la maison 2 était appelée les portes d'Hadès parce que c'était vraiment là, justement, où est-ce que le soleil entrait puis qu'il y avait comme cette énergie-là de je m'en vais dans le monde d'en bas, là, où est-ce que tout meurt d'une certaine façon. Fait que c'est comme une des portes là, vers laquelle on peut entrer justement dans ce côté-là un petit peu plus dark. Puis si on y va de manière vraiment concrète dans la carte du ciel, ben, la maison 12 représentait aussi toutes les hôpitaux psychiatriques, les institutions, les prisons, des lieux de réclusion qui nous mettaient comme dans une certaine distance exactement avec la société, avec le monde réel. Fait que, il y a plusieurs façons de le voir, que ce soit de manière vraiment concrète, de manière un peu abstraite, liminale, mais c'est tout ce qui nous sépare de la réalité en quelque sorte. Oui, tout ce qui est exclu du reste du monde de la conscience. Je pense qu'on est dans un monde où il y a de la folie, puis en même temps, on veut pas toujours la voir. Là. Puis comment des fois, la folie peut être plus sage que ce qu'on embrasse collectivement. Oui, bien tu sais, moi je pense que de se permettre justement de s'ouvrir l'esprit au mystère, ben c'est d'inviter dans sa vie justement la possibilité de l'incertitude. Merci, Alex, pour ta présence sur le podcast. C'était vraiment une discussion intéressante. J'espère que vous avez apprécié entendre Alex. Je vais mettre toutes tes infos dans la barre de description. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu avais envie de partager avant qu'on ferme notre espace, qu'on termine le podcast? Je pense que c'est important de nourrir ces univers-là, même si on n'a pas toujours beaucoup d'espace pour travailler sur ce qui n'est pas accessible toujours à la conscience. Puis je pense que c'est de trouver un espace de jeu avec ces symboliques-là. Puis j'ai envie aussi de terminer en disant que même si parfois ça peut être pénible ou difficile de s'ouvrir à ces parties-là de nous, il y a vraiment une sagesse à apprendre à vivre avec des parties de nous qui sont plus souffrantes. Juste d'accepter ou de travailler à accepter que la vie, oui, c'est cyclique, mais justement, il y a des parties qui sont plus difficiles, plus pénibles. Puis il peut y avoir du beau qui peut émerger de ça, puis du vivant. C'est ça que j'avais envie de dire en terminant. J'apprécie ta grande sagesse. Merci, ma belle Alex. J'espère que vous aimez l'épisode d'aujourd'hui. Puis on se retrouve dans un prochain épisode. Merci. Bye bye.